Bonjour, je suis Marc-Josée Richer. Bienvenue dans l'émission L'Impact de l'exportation Balado. Les autobus sont partout. Ils sont efficaces et ils sont aussi écologiques. Mais ils sont souvent, malheureusement, négligés et sous-estimés. La voiture dans nos sociétés prime et justement, le transport en commun, plusieurs le perçoivent comme quelque chose qui est peut-être moins pratique dans nos vies. Alors, je pense qu'on va essayer de revoir ça aujourd'hui avec une solution parce que derrière tout ça, il y a un monde de conception, d'innovation et de logistique qui fait fonctionner les autobus partout dans le monde. Ce sont des innovations qui nous aident à nous rendre là où on veut aller. Une entreprise canadienne est réellement en train de changer la donne. Bus.com est une plateforme qui met en relation les consommateurs et les entreprises avec des opérateurs d'autobus fiables et abordables dans toute l'Amérique du Nord. J'aimerais aujourd'hui commencer par souligner que nous diffusons cet épisode depuis chez moi, à Montréal, sur le territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, le peuple Mohawk. Nous tenons à prendre le temps d'honorer nos communautés autochtones où que nous soyons et nous rappeler notre dette commune envers les premiers peuples du Canada. Bus.com utilise une technologie intelligente et un réseau d'opérateurs de confiance pour trouver et réserver en quelques minutes le meilleur autobus pour n'importe quelle occasion. C'est l'acteur du secteur qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord et le seul à être soutenu par du capital de risque. Donc, vraiment très intéressant. Aujourd'hui, on s'entretient avec la PDG de Bus.com, Maxi Lafleur. Bonjour, Maxi. Bonjour. Content d'être ici aujourd'hui. Oui, c'est ça, Maxi. Tu vas nous expliquer comment fonctionne l'entreprise, comment vous avez obtenu le soutien de quelques bailleurs de fonds importants, puis à quoi ressemble l'avenir du transport en Amérique du Nord. J'espère que vous allez apprécier la discussion. Donc, dans mon introduction, Maxi, j'ai parlé un peu de ce que vous faites chez Bus.com, mais peut-être dans tes mots, me dire qu'est-ce que vous faites réellement. Je pense qu'on a une entreprise qui est moins bien connue nécessairement parce que nos clients sont, premier d'abord, des entreprises et des gouvernements. Alors, on offre aussi des services aux particuliers, mais la vaste majorité de nos services sont aux entreprises et au gouvernement. Et nous, on est donc une plateforme de deux côtés. On est un marketplace, en bon français, dans lesquels on donne des services et du côté de la demande et du côté du supply. Puis, du côté de la demande, à travers notre modèle d'affaires, on est capable d'augmenter la disponibilité à plus que 99% quand on sait que l'industrie a des gros problèmes de disponibilité, puis de cancellation de dernière minute ou même de nos shows. Puis d'autre côté, du côté des services, quelque chose que les gens ne savent pas vraiment, c'est que l'industrie des autobus est vraiment très fragmentée. La moyenne des opérateurs a une flotte d'environ 6 véhicules et donc, pas nécessairement pris le virage mobile, pas nécessairement pris le virage technologique. Et nous, on les accompagne avec des services et produits pour être capable de faire plusieurs choses, entre autres, augmenter l'utilisation de leur véhicule, puis vraiment arriver à avoir une ligne de profit plus intéressante. Là. Puis on verra comment plus tard, peut-être, ça peut être bénéfique aussi pour la société. Mais peut-être me donner un exemple concret, par exemple. Est-ce que c'est du transport d'équipes sportives ou du transport d'employés, de la navette? Comment juste un exemple pour nous situer. Moi, je peux en donner un ou deux. Entre autres, notre plus grand client, c'est l'aéroport de Los Angeles, où on fait tous les services de transport de personnes pour l'aéroport. Alors, on a l'application qui est donnée donc à leurs employés, mais aussi aux différentes personnes qui viennent à l'aéroport. On sait que Los Angeles, c'est une ville qui a des gros problèmes de congestion. Et nous, on était capable de changer complètement la façon dont les gens voyagent à l'aéroport pour être capable d'être plus direct, moins coûteux, puis d'arriver à l'aéroport de façon plus sécure sans avoir peur de manquer son vol. Là, on sait que c'est toujours un stress, cette inquiétude-là. Puis on est aussi capable d'optimiser les coûts là, pour l'aéroport, donc ils sont bien contents dans ce sens-là. Fait que ça, c'est un exemple. On fait aussi des navettes pour employeurs. Là. On parle de vraiment monsieur, madame, tout le monde? Oui, donc nous, on donne les services au gouvernement et on collecte les revenus au nom de la ville de Los Angeles, qui détient l'aéroport de Los Angeles. Et dans d'autres cas, c'est vraiment nous, on vend pas d'étiquettes, mais on peut vendre d'étiquettes pour nos clients, si on veut. Et on approche vraiment des solutions, par exemple, pour être capable d'optimiser le transport des gens. Entre autres, des navettes pour les employeurs dans les parcs industriels,
dans lequel on va être capable de s'assurer que les employeurs ont accès à des nouveaux bassins d'employés qui précédemment n'avaient aucune solution pour y aller, donc ils ne pouvaient pas appliquer à travailler dans tel employeur. Parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre au travail. Exact. Puis tout ça à travers une application, la visibilité d'où est l'autobus, moins d'inquiétude, plus de visibilité, qui fait en sorte qu'il y a une plus grande adoption, dans le fond, des services, puis un recul, dans le fond, de l'utilisation solo. Vraiment intéressant. Puis de ce que je comprends, je pense que depuis la pandémie, il y a eu comme un retour à la voiture individuelle. Est-ce que c'est un frein dans votre croissance? C'est vraiment intéressant. Donc, quand on voit, par exemple, j'aime dire, là, les gaz à effet de serre représentent 47, enfin, le transport représente 47% de tous les gaz à effet de serre au Québec. Puis, par exemple, en Amérique du Nord, on parle plus de 27%. C'est quand même un pourcentage très significatif. Pourtant, le transport en commun représente juste 5% de la population qui le prend. Puis la moitié de ça, c'est à peu près New York. On parlait d'exportation après, là, mais c'est quand même important à comprendre. Puis pourquoi? C'est parce que le voyage en commun a été créé avec les gens dans des situations plus difficiles en tête. Donc, on voit ça comme un service nécessaire pour aider peut-être des fois les plus démunis, plutôt que de voir ça comme un besoin pour tout le monde, puis pour éviter l'auto. Et donc, nous, dans ce contexte-là, on a vu le transport en commun, dans le fond, à travers l'Amérique du Nord, descendre à peu près à 70% de l'achalandage pré-pandémie. Le trafic est plus épais, dans le fond, qu'il était pré-pandémie. Tout le monde a un retour massif à l'auto. Puis nous autres, on voit dans certains de nos cas, par exemple, dans la Caroline du Nord, là, on a vu une augmentation de notre achalandage de 700 à 800% dans la même période. Donc, des solutions innovantes qui adressent vraiment les besoins de tout le monde, pas juste une minorité, fait en sorte qui est plus direct, qui est aussi avantageux que l'auto, mais moins cher, fait en sorte que les gens adoptent et donc renverse un peu la tendance. Moi, je vois ça comme une grande opportunité, Marie-Josée. Est-ce que ça, justement, c'est quelque chose qui vous différencie? Parce que c'est quoi les grandes différences avec les compagnies qu'on connaît, là, les Greyhound de ce monde ou les mégabus là, dans le monde entier? Bien, c'est intéressant. Greyhound, là, quand on parle des autobus, c'est la première chose qui vient en tête, là. Et eux ont un marché, par exemple, dans l'Amérique du Nord qui est à peu près 1 milliard. OK? Ça, c'est le transport intercité. Donc, on parle Montréal-Toronto, je sais pas, Montréal-New York, là. Par contre, nous, on opère dans un marché de 17 milliards sur la même géographie. Donc, on est 17 fois plus grand en termes de marché, mais on est un marché invisible parce que c'est pas les consommateurs qui achètent les billets. On compétitionne pas avec eux pour répondre à la question. Et nous, comme on se différencie peut-être des plus grands joueurs qui sont des opérateurs, c'est pas des marketplaces, c'est par notre disponibilité qui est toujours garantie. Nous, la pénurie de main-d'œuvre ne nous affecte pas. C'est même un avantage parce qu'on est toujours disponible, on est toujours capable de rendre les services. Et aussi, à travers la technologie, on a une plus grande confiance avec les entreprises. Les services sont plus clairs, sont plus performants. Puis on est capable de les optimiser, ça coûte moins cher par siège, etc. Comment vous recrutez ces opérateurs-là? Ben, c'est une bonne question. Tu sais, quand on ouvre une nouvelle ville, nous, c'est très géographique. Souvent, on utilise des plus petits voyages pour être capable d'aller un peu puis d'établir des relations. Une relation souvent plus petite nous permet de vraiment voir comment il opère, puis d'aller tester un peu comment il opère. Fait que d'emblée, tu sais, évidemment, on a un élément de screening très important sur la sécurité, sur la conformité, sur les standards qu'on s'attend d'un opérateur qui va faire affaire avec nous puis avec nos clients. Mais après ça aussi, c'est cette relation de confiance. Puis ultimement, nous, on voit ça en augmentation, dans laquelle on transforme ces relations-là de plus en plus personnelles, dans lesquelles on va offrir des services, puis dans lesquelles on a de la loyauté auprès de plusieurs années, une fois qu'on est implanté dans une ville. Là. Est-ce qu'il y a une compagnie similaire qui fait un peu ce que vous faites, à part les compagnies traditionnelles? Est-ce qu'il y a vraiment une compagnie un peu aussi technologique, aussi performante que la vôtre qui existe sur ce marché-là? Il y a peut-être CharterUp qui est aux États-Unis. Et eux se concentrent beaucoup sur les plus petits voyages, puis ils font pas l'aspect gouvernemental d'optimiser et donc de transit. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas juste de la fragmentation chez les opérateurs, il y a de la fragmentation sur de l'approche à la demande. Puis on est vraiment unique dans notre combinaison de ce qu'on appelle le nolisé, puis le gouvernemental, transit donc, qui a un avantage de prix assez significatif, c'est-à-dire, par exemple, du côté du nolisé, ça se passe surtout l'été puis la fin de semaine, tandis que quand on parle de transit, on parle souvent de l'hiver et pendant la semaine, très complémentaire comme marché. Est-ce que, justement, est-ce que le fait que la population au Canada est moindre
c'est un frein à votre croissance au Canada. Est-ce que c'est pour ça que vous avez commencé aux États-Unis? Vu qu'il y a plus de monde, il y a plus de marché? C'est absolument vrai que les autobus corrèlent parfaitement avec la quantité de personnes. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'autobus aux États-Unis. Et si on prend le ratio des 350 millions, je ne sais pas trop, des États-Unis aux 40 millions canadiens, là, c'est à peu près ça la grandeur des marchés en différence. Donc, c'est un peu de ce côté-là. On a parti beaucoup en Californie parce qu'ils sont similairement inclinés à financer des projets novateurs de mobilité, mais surtout de clean tech. Mais si je reviens au Canada, honnêtement, je vois pas ça comme un frein. La moyenne densité, c'est là où on performe le mieux. Tu sais, des régions, par exemple, là où dans les communautés riveraines, peut-être aux grandes villes, c'est là où on a les meilleures efficacités. Alors non, je vois pas ça comme un frein du tout. Je vois quand même des freins réglementaires, par exemple au Québec par rapport en Ontario. En Ontario, on voit une totale déréglementation du monde de l'autobus à part en niveau de sûreté, qui fait en sorte qu'on peut essayer beaucoup plus de choses et on peut vraiment donner des services à tout le monde. Au Québec, c'est pas possible. Ça, c'est un grand frein quand même. Là. On n'a pas vu une de réglementation similaire à ce qu'on a vu avec le taxi. Là. En tout cas, je n'irai pas dans les détails, mais c'est intéressant quand même. J'en sais quelque chose. Mon père a travaillé toute sa vie au ministère des Transports et justement donnait les permis de taxi. Donc, bref, ça, c'est une autre histoire, mais je connais un peu là, la réglementation sur le transport et bon, ces histoires-là. Je trouve ça intéressant parce que vous avez bénéficié d'un soutien en capital de risque. Parle-nous un peu de ce que c'est puis de ce qu'il faut faire pour courtiser le capital de risque. Mais je pense que premièrement, le capital de risque, c'est quelque chose qui s'est quand même développé au Canada plus récemment par rapport aux États-Unis. Alors, c'est quand même une genre de deuxième vague qui s'est bien développée. Puis certains succès ont permis d'avoir des investisseurs, des angel investors et puis après ça, du capital de risque. Je pense que la façon d'aller chercher ce capital de risque, est toujours en évolution. C'est quand même quelque chose qu'est-ce qui marchait peut-être il y a 10 ans, fonctionnait pas il y a 5 ans, puis il y a 5 ans même, il y a même 2 ans, avant la pandémie, ça fonctionne pas, ce qui fonctionnait pendant la pandémie. Il y a toujours une évolution un peu de ça, puis c'est surtout basé sur ce qu'on a appris des grands succès puis des grandes failures, des grands échecs qu'on a vus. Et puis, en ce moment, ce qu'on voit beaucoup, c'est certainement, qui reste vrai, c'est qu'on veut avoir des grands home runs, right? Donc, on va avoir des coups de circuit. Il faut qu'on soit capable d'aller chercher 10 fois et plus, ou avoir la possibilité d'aller chercher 10 fois plus son investissement. Donc ça reste vrai, mais aussi, il y a évidemment plus de concentration puis de détail qui est apporté à s'assurer que la profitabilité peut être atteinte plus rapidement peut-être que dans le passé a été mis sous la loupe. Là. C'est intéressant parce que vous avez su vraiment aller gagner la confiance là, des bailleurs de fonds. C'est quand même intéressant pour aller chercher du capital de risque pour votre croissance. Mais c'est intéressant qu'on dit bâtir la confiance, là, c'est justement être capable de prévoir correctement, puis après ça, de faire tourner le discours dans les faire. Exactement. il faut après que tout ça se matérialise dans le concret, là, puis que ça ne soit pas juste des fichiers, des montages financiers sur Excel. Hein, tout à fait. Est-ce que pour vous, justement, l'exportation, ça a passé par une preuve de concept dans une région donnée, puis après ça, on a multiplié? Vous êtes lancé, là, on se dit, bon, on attaque les États-Unis et on va se lancer dans telle région. Comment ça a été pensé? C'est super intéressant. J'ai été nommée comme PDG là, juste avant la pandémie en 2020. On était déjà présent aux États-Unis, mais de façon très digitale. Donc, on n'avait pas d'employés aux États-Unis. On était définitivement de façon digitale seulement. Puis, avec notre virage, et on peut appeler ça un pivot, là, mais l'addition de cette approche vraiment, donc, entreprise et gouvernementale, on a quand même réfléchi beaucoup à avoir de l'air un peu plus local quand on a fait certaines propositions. Entre autres, l'aéroport de Los Angeles dont on a parlé, il y avait beaucoup un contexte local. Nous, on encourage quand même des opérateurs locaux quand on fait ce genre de service-là. Alors, c'est vraiment permis par la technologie canadienne, mais il y avait quand même une saveur locale, puis on a essayé de vraiment bien comprendre comment leurs critères seraient différents et personnalisés à leur réalité politique, qui est bien unique. Alors, on a passé beaucoup de temps à écouter les conseils d'administration, à aller qui se passe pour s'assurer qu'on ait la bonne approche, qu'on n'arrive pas comme des Canadiens, qu'on arrive bien comme si on était même une compagnie locale, là. Puis ça l'a beaucoup aidé. Puis, tu sais, on a aussi écouté les gens avec qui on a parlé
quand on est à Los Angeles pour arriver avec la bonne solution de ce qu'eux avaient entendu, puis qu'on trouve la bonne tonalité. Intéressant. Donc, tu sais, disons, entre la première approche, l'introduction, puis closer un deal, comme on dit en bon français, finir avec la vente, c'est quoi le laps de temps? Est-ce qu'il faut être patient? Oui, certainement. Tu sais, il y a certains... Ça peut être aussi court que 3 semaines, mais pour les grandes villes, ça peut être des mois, voire des années. Ces deals-là, on a travaillé pendant 2 ans. Donc, c'est pas demain matin qu'on appelle à l'aéroport de Los Angeles puis on leur offre une solution. Non, certainement. Puis, certainement, avec le gouvernement, je pense que des projets pilotes, ça fonctionne toujours bien. Il faut qu'il y ait d'ouverture, puis ça dépend du côté des entreprises, je pense qu'il y a beaucoup plus de flexibilité à l'ouverture, mais après ça, le plus la grande l'entreprise, le plus que le centre de décision est diffus, le plus que c'est compliqué d'avoir des candidats. Donc, ça reste d'influencer les différents stakeholders à l'intérieur de l'organisation. Puis, bon, écoute, les gens veulent moins savoir aujourd'hui, là, mais il faut quand même trouver mieux comprendre ces organisations-là. Puis je pense que c'est vrai, peu importe le pays dans lequel on est. Mm-hmm. Ou l'industrie dans laquelle on est. Absolument. Donc là, on a parlé d'aéroports, on a parlé de gouvernement. Qui sont vos clients typiques? Ben, on en a plusieurs. Je pense que je vais me reculer et parler de leurs problèmes plutôt. Leurs problèmes sont souvent qu'il y a des événements ou un endroit qui est pas bien connecté, qui a un problème de mobilité. Hein? Je suis dans un parc industriel, je suis un festival qui fait mon festival loin, qui n'a pas c'est où je vais avoir un gros problème de parking, de stationnement, dans lequel je peux pas avoir tout le monde qui arrive avec des autos, ça va créer un stationnement, un problème de parking monstre, et aussi je peux pas les mettre, ou j'ai des problèmes pour des raisons de sécurité, je veux pas avoir tout le monde pris pendant des heures pour essayer de sortir de la municipalité qu'on fait cet événement-là. Tu sais, c'est vraiment ces éléments-là tous en commun, où il y a des gens, que ce soit comme par exemple le Super Bowl, ce genre d'événement-là, où il y a beaucoup de gens, où il y a du trafic, où il y a des éléments pas beaucoup d'espace, par exemple, de problèmes de stationnement. C'est là où on joue le mieux, puis c'est là où on donne nos meilleures solutions, vraiment. Vraiment intéressant. Donc là, vous opérez actuellement dans 4 grandes villes américaines, New York, San Francisco, Miami, puis on en a parlé, Los Angeles. Est-ce que vous avez l'intention de développer des nouveaux marchés? Oui, certainement. Comme j'en ai parlé un peu plus tôt, avec 17 milliards de marchés, on a beaucoup et très peu de consolidation. On a encore beaucoup de marchés à aller chercher, même juste aux États-Unis. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre. On se concentre sur des villes, ville par ville, vraiment grandir dans chacune d'entre elles. Puis on n'est pas fermé de façon opportuniste à peut-être aller dans d'autres pays. Puis des fois, on se fait appeler pour des choses là, à cause qu'on a une certaine réputation. Mais certainement, qui dit d'autres, c'est un nom de vie, une organisation qui était dans tous les continents. On perd un peu plus de sommeil. Alors, ça a un coût organisationnel d'aller de pays en pays. Chaque pays amène une complexité que, par exemple, d'aller dans une nouvelle ville rajoute pas. C'est quand même une considération de comment on a choisi de grandir. On choisit de grandir pour les prochaines années jusqu'à temps qu'on voit vraiment que, bon, quand on a une saturation de marché. Est-ce que, justement, quand vous avez approché les États-Unis, vous avez fait, vos premières ventes, vos premières affaires, est-ce qu'il y avait des coûts inattendus ou des choses qui sont arrivées que vous étiez comme, mon Dieu, on n'a jamais pensé à ça, qu'on peut peut-être partager aux gens qui disent, OK, peut-être que j'ai pas tout pensé, là. Ben, je vais parler de la Californie, qui est probablement un des États les plus difficiles dans lesquels, avec des extrêmement hauts standards. Pire que le Québec? Ah, écoute, je vais pas faire de la peine à personne, mais je pense que la Californie, quand même, est allée très loin, là. Est allée très, très loin. Et surtout dans la mobilité, il y a vraiment des complexités. Puis je pense que, surtout dans le monde des appels d'offres, on était quand même relativement nouveaux dans les appels d'offres, dans les grands appels d'offres, et on a eu plein de complexités légales. Il y a toutes sortes de branches légales, là, mais vous imaginez réglementaire, labor, et toutes sortes d'anicroches et même d'interprétations où on a vu chez certains partenaires, même des clients qui savaient même pas la propre réglementation qui s'appliquait puis faisaient des représentations qui n'étaient pas vraies. Alors, je pense que ça serait un des leçons, peut-être, c'est juste de valider. Donc, avoir un bon avocat. Oui, mais aussi ne pas prendre de... Oui, mais aussi ne pas faire confiance nécessairement à ce qu'on se fait dire par même le client et les demandes et les appels d'offres. Même l'appel d'offres peut avoir des erreurs dedans. Et donc, je pense que je mettrais plus de fonds dans ça, dans un peu de prévoyance, si on veut, là, pour augmenter l'équipe. Puis ouais, ça va faire un apprentissage. Puis, ouais, c'est intéressant.
J'ai appris aussi que vous offrez des services à Wilmington, en Caroline du Nord. Peut-être dis-moi un peu, là, qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres services que vous proposez dans cette région-là? Oui, dans cette région-là, donc avec l'autorité de transit de la ville, qui est quand même une ville assez diffuse. Ça, c'est pas une concentration, c'est peut-être quelque chose comparable à Ottawa, peut-être, juste pour vous donner une idée. Donc, il y a des lignes fixes qui existaient, et puis ils voulaient commencer donc un service à la demande. Puis là, quand on parle de service à la demande, là, ça peut vouloir dire tellement de choses. Il y a des gens qui disent qu'ils font des services à la demande. Alors, nous, ce qu'on a vraiment proposé, c'est un service porte-à-porte dans lequel on pouvait demander pour un voyage qui permettait d'aller à tous les endroits dans la ville en moins de 45 minutes, ce qu'on appelle pour nous la liberté. Quand tu as de la liberté, tu vas à l'hôpital, tu vas faire ton épicerie. Ça permet de ne pas avoir une deuxième voiture à la maison. Peut-être on va peut-être pas avoir 0 voiture, mais peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir 2 voitures. Puis tout ça pour un genre de 4 là, qui est vraiment pas cher. Wow! Et on a vu donc dans toutes ces 4 grandes régions-là une grande augmentation de mobilité, d'achalandage de 700 à 800 %. Fait que c'est vraiment quelque chose de surprenant. Et puis, pas juste le type de personnes qu'on voit plus souvent dans le transport en commun, mais des nouvelles personnes qui peut-être, dans le passé, n'auraient pas considéré prendre ce qu'on appelle plus traditionnellement le transport en commun. C'est vraiment le transport et la mobilité future. Donc, vous avez utilisé vraiment leur flotte à eux, leur matériel à eux. C'est juste que vous avez amené une partie logistique? Non, en fait, on a utilisé des opérateurs locaux, comme on l'a toujours fait, qui d'habitude font du dans la région, et on les a mis à bonne contribution. Quand on a besoin des véhicules et de la bonne grandeur de véhicules, ces véhicules-là sont disponibles, ils font ces voyages-là. Et on est capable de donc, 30 minutes d'avance, si tu demandes pour ton voyage, puis tu vas avoir la bonne grandeur de véhicule qui va venir te ramasser. Fait que c'est vraiment surprenant ce que ça leur a permis de faire. C'est tellement efficace en termes de coût, parce que tu ne paies pas pour le véhicule tout le temps. Le véhicule, tu es en train de faire autre chose quand il n'est pas là. Ben, en fait, ils ont converti des lignes fixes qui étaient moins performantes pour quelque chose de plus performant comme ce service-là. Puis on voit ça d'année en année que c'est en train de grandir et prendre de l'expansion, parce que finalement, les routes fixes ont vraiment leur lieu quand il y a un grand corridor de voyagement. Tu sais, sur une ligne, là, ça fait du sens, mais ça fait pas tout le temps du sens. Et peut-être que tu sais, c'est vraiment des modes hybrides qu'on doit développer, partenariat, puis de regarder vraiment cette région-là, puis d'apprendre comment les gens se déplacent. Puis, tu sais, un des grands défis, peut-être, de notre société en termes de mobilité, c'est qu'on est très bon à mesurer qu'est-ce qui existe, mais on n'est pas très bon à mesurer qu'est-ce qui n'existe pas. Ce qui existe souvent, ce qu'on mesure, c'est la fréquence du voyage, qui est bon, mais ce qui est plus important, c'est comment est-ce qu'on va adresser les besoins des personnes qui ne prennent pas le transport, mais qui pourraient le prendre. Puis, par exemple, justement, cette personne-là qui est partie, il a pris combien de temps se rendre de chez elle à l'endroit où elle allait? Puis si ça, c'est trop long, et ils n'iront pas, ils vont prendre un auto. C'est ça le calcul. Donc, vous avez tous ces indicateurs de performance-là parce que tout est dans votre solution digitale, finalement. Sur notre plateforme. Exact. C'est vraiment intéressant. Mais côté ESG, tu l'as dit tantôt, la mobilité au Québec représente 47 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas assez de lithium pour la planète pour que chacun de nous aille son auto électrique devant la porte. Chaque bus peut remplacer 40 voitures sur la route. On a des problèmes d'embouteillage, tout ça. Votre solution, ce que vous amenez, dans le fond, c'est une solution hyper écologique pour la mobilité. Exact. Parce qu'en premier lieu, on sait que les autobus d'emblée, c'est écologique. Mais en plus, on utilise des autobus qui sont déjà sur la route. Donc, le coût de la production du véhicule est déjà engrangé. Puis absorbé, exact. Et on augmente l'utilisation de ces véhicules-là. Donc, c'est encore une fois encore plus écologique à travers notre modèle d'affaires. Puis finalement, dans certains endroits, on teste des véhicules électriques aussi, surtout au Québec puis en Californie, parce qu'il y a des subventions qui permettent que ça devienne économiquement intelligent. Mais de plus, ces véhicules-là vont pouvoir être électriques. T'sais, on voit que plus que 60 % de nos voyages pourraient être faits avec de l'électrique. Alors, il n'y aura pas de raison, quand économiquement, ce calcul-là va fonctionner bien, là, qu'on ne puisse pas faire l'adoption massive là, d'autobus électriques. Je pense qu'il y a aussi un côté social. Tu en parlais tantôt, tu touchais à ce point-là où il y a peut-être des gens, soit à mobilité réduite ou pour toutes sortes de raisons qui ne pouvaient pas se permettre le transport en commun. Puis là, vous arrivez à atteindre ces gens-là. C'est le S dans ESG. On en parle moins souvent. Ouais. Mais l'inclusion sociale,
c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que le premier frein à l'emploi, c'est souvent la mobilité. Puis, on le sait du côté employeur, la deuxième considération après combien ils vont me payer, c'est comment je vais m'y rendre. Et donc, on touche vraiment le nerf de la guerre dans une situation où il y a moins de main-d'œuvre qualifiée, on veut attirer des gens. C'est vraiment quelque chose à adresser en tant que société. Quels sont tes objectifs de croissance pour Bus.com? Oui, eh bien, écoute, on a beaucoup d'ambition, c'est-à-dire que nous, on veut répéter des succès comme les aéroports. On voit vraiment comme un beau marché de ce côté-là. On voit aussi beaucoup un très beau marché du côté des employeurs qui veulent mettre en place des navettes technologiques en premier, vraiment axées sur l'inclusion, puis s'assurer un bon flux de main-d'œuvre. C'est vraiment là où on met la majorité de nos efforts. Historiquement, on a quand même une bonne part de marché dans les festivals, dans tout ce genre de choses-là. Alors, on continue de grandir. Et ça, on fait un effort particulier sur les 2 premiers segments qu'on parlait. Et puis, certainement, c'est particulièrement axé aux États-Unis, tout simplement parce que le marché est plus grand. Puis, on voit plus de possibilités de croissance de ce côté-là. Fait que, certainement, voilà. Il y a beaucoup d'entrepreneurs canadiens qui nous écoutent en ce moment. Est-ce que tu as des conseils à donner aux entreprises qui voudraient s'implanter aux États-Unis pour la première fois? Tu as touché à quelques points, mais tu sais, disons 1 ou 2 conseils là, que tu pourrais nous donner. Oui, mais je pense que il faut aller chercher des partenaires locaux. Je pense que ça fait partie des éléments qui nous ont ramené beaucoup de succès, d'écouter qu'est-ce qui se passe. La deuxième chose, je pense qu'à un moment donné, si on est sérieux, puis si on va chercher des gros chiffres, là, surtout en vente, ça vaut la peine d'avoir quelqu'un local qui va avoir de l'air local pour aider à vendre. Ça veut pas dire que le PDG va pas closer la vente ou faire le dernier pitch, mais je pense que c'est important à un moment donné. Puis peut-être l'autre piste, là, c'est de choisir quand même, puis je vais être plus spécifique sur ce que je veux dire, mais par exemple, aux États-Unis, on n'a peut-être pas commencé avec un État dans lequel on n'avait pas beaucoup de valeurs en commun. C'est important pour nous qu'on aille quelque part qu'on comprendrait bien, comprendrait un peu les besoins, puis qu'on soit capable de mieux s'adapter par rapport à notre façon de vendre aujourd'hui, à qui on veut devenir. Puis je pense qu'on peut s'adapter. Hein? On peut toujours s'adapter, mais je pense qu'on a choisi quand même ça, on a pris ça au sérieux. Hein? Puis, dernière chose, au niveau financier aussi, peut-être d'avoir des gens comme, j'imagine que EDC vous a aidé là, pour l'exportation. Ah oui, 100%. Je pense que EDC a été un partenaire extrêmement efficace les dernières années, que ça a été d'écouter des éléments de dette ou plus particulièrement, par exemple, pour l'exportation, dans les appels d'offres, il y a beaucoup de performance bonds ou des letters of credit ou des trucs comme ça, puis des trucs qui seraient par ailleurs non accessibles pour une organisation en croissance comme la nôtre. Puis EDC joue un rôle vraiment crucial dans la communauté pour remplir ce vacuum-là un peu de services. Et puis ça nous a permis d'aller chercher des contrats de plus de 100 millions. Là. Puis sans EDC, on n'aurait pas pu faire ça. Alors, leur accompagnement, mais aussi leur efficacité, je pense que c'est ce qui m'a toujours surpris, c'est qu'ils sont rapides. Ils répondent au téléphone, puis souvent quelque chose qu'on ne s'attendrait pas d'une société d'État. Je n'ai que de compliments de ce côté-là. Hyper intéressant. Mais Maxi, vraiment, quel sujet passionnant que la mobilité puis la solution que vous amenez. En tout cas, moi, j'en vois à travers le monde. Je pense qu'il y a vraiment énormément de marchés qui pourraient bénéficier de ce que vous avancez. Merci énormément d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Ce fut un réel plaisir. J'espère que les gens ont autant apprécié la discussion que moi. Merci pour tes bonnes questions, Marie-Josée, aujourd'hui. C'était stimulant intellectuellement, puis j'espère que ça sera bénéficié certains entrepreneurs là, qui écoutent le podcast. Génial. Bien, merci tout le monde de nous avoir rejoints aujourd'hui à l'émission L'Impact de l'exportation Balado. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, on serait ravis que vous vous abonniez évidemment, que vous notiez et que vous laissiez un commentaire sur votre plateforme préférée. Alors, je vous dis à la prochaine.